Écoutez, d'abord, merci à vous d'être là et je veux d'abord avoir une pensée pour les familles des deux compatriotes qui sont décédés de manière... Deux décès qui sont liés directement à la tempête que nous venons de vivre. En particulier, on a deux compatriotes, dont l'un qui était en train de faire son travail de routier et qui a été frappé au moment de cette tempête. Et je veux avoir une pensée pour leur famille. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Heureusement, la plupart légers, mais on a quelques blessés un peu plus sérieux. Et j'ai aussi une pensée pour eux et pour leur famille. Néanmoins, par rapport à la violence de cette tempête, à sa gravité, le bilan humain est extrêmement réduit. Et c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des services de l'État, de la bonne coopération avec les collectivités territoriales. Et je veux vraiment remercier l'ensemble des services de l'État, des opérateurs et des maires en particulier à leur côté pour la prévention. Et je crois que le premier enseignement qu'il faut tirer de ce que nous avons vécu ces derniers jours, c'est tout ce qu'on a appris. Cette tempête a été très violente, on a appris de 99, on a amélioré nos systèmes de prévention. Ces dernières années, on a amélioré, c'est un investissement qu'on a fait ces 6 dernières années. On a beaucoup investi dans Météo France, on a investi sur des supercalculateurs, un appareillage qui permet de prévoir quasiment à la minute près des événements météorologiques. Et on va continuer d'ailleurs d'investir. C'est ce qui nous a permis de beaucoup mieux lire cette tempête qui arrivait. Et Météo France a été au rendez-vous et a relayé. On a ensuite appris il y a quelques années de Lubrizol. Et donc on a inventé collectivement, on a réformé notre sécurité civile, on a inventé ce système d'alerte par SMS qui a été utilisé et coordonné par nos préfets, que je remercie tout particulièrement, et qui a permis à la population de recevoir parfois deux SMS, et qui a fait que les gens se sont tenus chez eux. C'est ce qui m'a été rapporté par nos pompiers, nos gendarmes ici, et ce qui a protégé. Et donc vraiment, nos opérateurs ont été au rendez-vous. Et je veux remercier l'ensemble des services qui se sont mobilisés au plus fort de la tempête pour protéger, pour mettre en œuvre les premiers gestes pour déblayer, rétablir, venir au secours des populations. Nos sapeurs-pompiers ont fait un travail extraordinaire, avec une mobilisation nationale et une grande solidarité. On l'a vu ici dans le Finistère, avec plusieurs départements qui sont venus prêter main forte. Et avec le ministre de l'Intérieur, nous avons décidé donc d'avoir un soutien supplémentaire. Et 60 sapeurs-pompiers militaires arriveront en Bretagne dans les heures qui viennent, en plus des renforts qui ont déjà été décidés, pour aider à déblayer les routes, les voies secondaires, etc. Je remercie aussi nos gendarmes, nos policiers qui ont été dès la nuit, mercredi à jeudi et tous les jours suivants aussi au contact pour protéger les populations, et remercier la direction des routes, l'ensemble des services de l'État, les services du département qui en particulier ici dans le Finistère ont été complètement intégrés, ont travaillé ensemble. Il y a une très grande solidarité qui s'est faite. Bien sûr, Enedis a été pleinement mobilisé. Je veux remercier l'ensemble des équipes et de leurs prestataires. On a 3000 aujourd'hui, personnes d'Enedis, même 3500 là, avec le nouvel effort qui sont sur le terrain. Et avec là aussi une mobilisation nationale. Vous avez été à mes côtés ici dans le Finistère. On a des gens de Paris, de Lyon qu'on a croisés. La France entière s'est mobilisée pour prêter main forte. Et donc je veux vraiment saluer la prévention, la solidarité, le travail remarquable qui a été fait et coordonné par nos préfets. Nous avons la Bretagne qui a été extrêmement touchée, dont ce département du Finistère. Nous avons la Normandie, les Hauts-de-France. Et donc, nous sommes à la tâche. Je veux d'abord appeler tous nos compatriotes à rester extrêmement vigilants. On a d'autres événements qui arrivent qui sont plus légers. Enfin, il faut rester très vigilant parce qu'on a des structures qui demeurent fragiles. Et donc, il faut là aussi rester très prudent dans les heures et les jours qui viennent. Ensuite, la priorité va être de continuer à dégager les routes. Et donc, de continuer ce travail et tous les axes, de pouvoir déblayer et de rétablir l'électricité, Internet et le téléphone. Nous sommes engagés, mobilisés et 90% environ d'ici lundi sera rétabli. Je remercie la présidente d'Enedis qui est à mes côtés et aux côtés de la ministre pour les indications, la mobilisation qui a été faite. Donc tout est en train d'être rétabli. Je le dis aussi à tous les maires qui nous écoutent, des générateurs sont à disposition, on coordonne les choses pour que les communes qui n'ont pas encore l'électricité rétablie puissent avoir accès à ces générateurs. Et ensuite, le plus vite possible, après lundi, on rétablira les connexions pour les zones les plus rurales, ou parfois où le réseau a été, je dirais, coupé plusieurs fois et où il y a un travail un peu plus lourd. Pour rappeler un chiffre, alors que la tempête de 99 avait été sur le réseau électrique 3 fois moins grave que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est 3 fois plus lourd
les dégâts qu'on a eus. En 99, on avait mis un peu plus de 3 semaines à rétablir. Là, on aura vraisemblablement tout fait en un peu moins d'une semaine et 90% en quelques jours. Donc voilà sur quoi on est concentré. Et après, on va accompagner les sinistrés. Donc l'ensemble des ministères compétents vont se mobiliser pour pouvoir justement passer en revue toutes les communes qui sont éligibles au dispositif de catastrophe naturelle. Donc ça ne se fait pas à l'échelle d'une région ou d'un département, hein, c'est vraiment commune par commune en fonction des critères. Donc ça sera regardé dans les prochains jours. On va mobiliser aussi l'ensemble des assureurs qui seront réunis par le ministre de l'économie et des finances dès le début de semaine. On va faire la recension également territorialement de tous les dégâts et tout l'accompagnement qui est nécessaire. Et le monde agricole a été particulièrement touché. On est là à côté d'une exploitation agricole et aux côtés de la fraise qui est connue pour laquelle on se bat Plougastel. Et donc nous serons là aussi dans la durée. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, et je remercie vraiment monsieur le maire ici, mais le préfet sera aussi aux côtés de tous nos exploitants. On va dans les prochains jours recenser les dégâts, accompagner, parce qu'il y a beaucoup de détresse dans le monde agricole chez nos compatriotes qui ont perdu parfois toute leur exploitation. Et donc regarder l'étendue des travaux. Le ministre de l'Agriculture avec le ministre de l'Économie et des Finances vont aussi se mobiliser. On va regarder cas par cas ce qui est éligible au dispositif de calamité agricole qu'on a créé il y a quelques mois, mobiliser les assureurs et créer des dispositifs spécifiques. En tout cas, on sera aux côtés de nos exploitants pour leur permettre de repartir. En tout cas, je veux ici vraiment saluer les ministres qui m'accompagnent, l'extraordinaire travail de nos sapeurs-pompiers, de nos gendarmes, de nos policiers et de tous les opérateurs de l'État que j'évoquais, toutes les forces de secours. Et je veux vous dire que nous pouvons être, malgré toutes les difficultés, très fiers de notre prévention et de la solidarité. Et puis être ici, c'est également, je dirais de manière plus simple et plus humaine, dire le soutien, la solidarité de la nation tout entière à l'égard de ceux qui ont parfois tout perdu, qui n'ont pas encore l'électricité, qui ont été fortement touchés par cette tempête des derniers jours. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, lors de votre bain de foule, un jeune habitant de Plougastel vous a interpellé, il a reproché que vous soyez venu en avion, il a déploré une certaine inaction climatique de la part de votre gouvernement. Est-ce que vous comprenez sa position aujourd'hui? Non, il était très excessif et sans argument. Donc je vais vous le dire non. Et je pense que je lui ai dit, et d'ailleurs de manière très sincère, je pense que ça ne sert à rien d'être comme ça. C'est très bien, moi je suis aussi ambitieux sur le climat, il y a des gens qui peuvent être plus, d'autres qui le sont moins. Mais d'abord, nous sommes un pays où le CO2 émis par habitant est l'un des plus faibles d'Europe. Grâce au nucléaire français, à ce qu'on a fait sur le renouvelable, à la force de notre modèle. Et nous continuons les efforts. Je veux dire, je vois beaucoup de pays qui rouvrent des centrales à charbon, d'autres qui sont en train de dire on abandonne les efforts. Regardez partout autour de nous. Nous, on ne lâche pas. On vient de mettre en place une planification écologique. Maintenant, on rentre dans la mise en œuvre. Il ne faut pas se tromper, ça ne se fait pas les bras croisés en disant vous ne faites rien. C'est pas vrai. Secteur par secteur, c'est un très gros travail et on demande beaucoup d'engagement à tout le monde. On demande à nos industriels de décarboner. Pour les cimentiers, les sidérurgistes, secteur de l'aluminium et autres, c'est d'énormes investissements. On les accompagne, mais on change toutes ces pratiques. On est en train de changer complètement. Dans notre pays, alors qu'il y a 5 ans, on ne produisait pas une voiture électrique. On va en produire 1 million dans quelques années, d'ici la fin de ce quinquennat. On va être parmi les champions d'Europe de la batterie électrique aussi. Vous voyez, c'est toute une transition qui se fait. Et puis, c'est des changements d'usage. On va vers de la sobriété aussi. Et on l'a vu quand on a dû faire d'économie d'énergie, on le voit sur l'eau. Donc, c'est un ensemble. Mais je crois que les propos excessifs, soit on fait rien, on va tous y passer, soit il faut rien faire parce que c'est trop dur, on ne va pas changer, sont deux impasses. C'est une transition. Et une transition, on doit tous s'y mettre de manière raisonnable. Il faut que l'effort soit partagé et juste. Et en particulier, il faut accompagner nos compatriotes pour qui l'effort est plus dur. C'est-à-dire les familles les plus modestes, c'est-à-dire les industriels, les entrepreneurs les plus fragiles. Parce que le changement, c'est très dur parfois pour eux. Voilà. Monsieur Macron, une question internationale. Il y a le chef du Hezbollah qui a dit qu'une guerre totale était réaliste. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette propos? Je ne ferai pas de réaction ici sur les déclarations du chef du Hezbollah. La France s'est engagée dans ce conflit pour éviter toute escalade, appeler à la paix et à la protection de toutes les populations civiles. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs demandé une trêve humanitaire, et je la réitère. Nous avons voté la résolution de la Jordanie il y a quelques jours. Et je pense que tous les propos excessifs prennent une responsabilité très grave dans cette période. Nous continuons sur notre ligne.
Vous avez demandé cette trêve humanitaire il y a une semaine. Depuis, ça n'a pas eu lieu. Hier, les locaux de l'agence France-Presse à Gaza ont été touchés. Aujourd'hui, l'Institut français, d'autres bombardements ont visé des civils. Que peut faire la communauté internationale à ce stade? Alors d'abord, nous sommes en train d'organiser l'évacuation de nos ressortissants et de tous ceux qui contribuent au fonctionnement de l'Institut français et de leurs ayants droit de Gaza. Et je remercie les autorités israéliennes, gazaouis et égyptiennes pour leur aide. Ensuite, nous appelons à cette trêve humanitaire parce que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Et nous le disons depuis le début. Et donc, j'ai dit, la France, elle est engagée de manière très claire. Lutte contre le terrorisme et en soutien à Israël, à son droit de se défendre après la terrible attaque du 7 octobre. Mais la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas l'attaque indiscriminée contre les populations civiles. En aucun cas. Et donc, j'ai proposé qu'il y ait un travail méthodique, engagé, de la communauté internationale et régionale dans cette ligne. Le deuxième axe, c'est la protection des populations civiles. Pas de bombardement contre ces dernières, soutien humanitaire, sortir du blocus, permettre aussi un accès. C'est pourquoi nous avons envoyé beaucoup de moyens d'aide humanitaire et en particulier l'avenir de notre marine pour venir en soutien. J'organiserai le 9 novembre une conférence humanitaire à Paris, marche du Forum de Paris sur la paix, sur le sujet humanitaire. Et la troisième chose, c'est l'initiative politique. C'est qu'on doit donner un débouché politique à la revendication légitime du peuple palestinien. Et ça ne peut pas être simplement une réponse sécuritaire. Et donc on doit réengager sur cette question. C'est ça la position de la France. Voilà. Et donc nous continuons, rien ne le justifie. Et on sera aussi aux côtés de tous nos compatriotes qui aujourd'hui vivent en grande insécurité. Voilà. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci d'avoir été. Je tenais aussi à vous remercier parce que la presse a joué un rôle important dans la prévention et le relais des messages qui ont été passés par nos préfets, par les ministres et par les maires. Et donc vraiment, je vous remercie sincèrement parce que je pense que ça a été un engagement collectif très utile. Et je tiens vraiment ici à remercier dans le Finistère Monsieur le Préfet, tous les services de l'État, Monsieur le maire qui nous a accueillis aujourd'hui, avec lui tous les élus, le président du département, le président de la région. Remercier les ministres qui m'accompagnent. Le gouvernement a très bien géré cette crise et cette tempête. Merci beaucoup.